Ça va et toi? Ouais, nickel. Tu fais quoi? Bah, je suis en train de faire des petites Saint-Jacques avec un velouté de poireaux et du riz. Tiens, goûte. Je me suis mis à fond dans la cuisine. Dis-moi ce que t'en penses. Je suis pas hyper fan. Ah ouais, mais ça manque de sel, d'un truc? Non, mais c'est pas très bon quoi. Ah vraiment? Ouais, désolé. Bon, ok, j'ai compris. Bon, à toutes. En 2018, près de 5 millions de personnes travaillaient dans l'industrie alimentaire, secteur manufacturier qui emploie le plus de gens en Europe. En France, il représente 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires. De l'agroalimentaire à la restauration, en passant par l'émergence des food tech, ce secteur offre aussi une grande variété de métiers vers lesquels s'orienter. On est donc allé rencontrer cuisiniers, agriculteurs et ceux qui allient food et technologie, parce qu'un secteur qui recrute et qui en plus nourrit mérite qu'on s'y intéresse. Selon la dernière enquête besoin de main-d'œuvre réalisée par Pôle emploi, les métiers de serveur ou commis de cuisine étaient les 3e métiers les plus recherchés en France l'an dernier. Ça tombe bien, s'ils ont souvent été considérés comme des petits boulots, pour Philippe Evieux, chef et enseignant à l'école hôtelière de Paris, ces métiers retrouvent un certain prestige. La cuisine, c'est un métier d'envie, un métier de passion et un métier artistique. Et c'est vrai que ça bouge pas mal, on le voit dans les actualités, donc ça attire quand même beaucoup de monde. Ouais. Ça permet de voyager. Mais en même temps, il faut savoir que c'est un métier qui est très dur, avec des horaires qui sont parfois très compliqués. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de turnover. On a besoin de compétences. Nos artisans cherchent les compétences. Moi, je le vois beaucoup. Justement, il y a beaucoup de demandes, mais ils cherchent des gens compétents. Mais pour ça, il faut les former. Parmi les formations possibles, le CAP Blended Learning dont s'occupe Philippe, axé uniquement sur la cuisine, plonge les élèves directement dans le grand bain, puisqu'ils alternent pendant 1 an entre une journée à l'école et 4 jours dans les cuisines d'un restaurant. On développe aussi une section qui est du e-learning. Et en fait, avant d'arriver en atelier, ils ont été déjà voir les fiches techniques, des vidéos rattachées. Et ils sont censés savoir ce qu'ils ont à faire. Et moi, je sers de guide. Être un bon cordon bleu ne suffit pas à ouvrir un restaurant. Mais cette formation intensive en alternance peut déjà s'avérer être un bon compromis aux grandes écoles hôtelières, parfois plus difficiles d'accès. Parmi ceux qui ont fait ce choix, nous avons retrouvé Charles, étudiant au CFA Médéric et commis dans les cuisines de Tonton Youd, un bistrot franco-cantonais du 10e arrondissement de Paris. La cuisine n'était pas nécessairement sa passion première, mais il y a vu l'opportunité de découvrir un métier excitant dans un secteur très porteur. Dans la restauration, il y a du travail. Quand tu as envie de travailler dedans, tu peux trouver du travail. Moi, c'était le cas. Je suis arrivé ici, j'ai déposé un CV. En fait, en 2 jours, j'ai trouvé. Alors que tu n'avais aucune expérience de cuisine? J'avais juste un stage dans un restaurant au Brésil. Un stage d'1 mois à l'autre bout du monde pour mettre le pied à l'étrier qui a surtout fini par le convaincre qu'apprendre à cuisiner pouvait être un tremplin vers une nouvelle vie professionnelle. Il y a une excitation dans la restauration au moment du coup de feu, quoi. C'est vrai que c'est quand on voit que les gens commencent à rentrer dans le restaurant, savoir s'il va y avoir du monde, est-ce que ça a plu, est-ce que ça n'a pas plu. Mon objectif dans les années à venir, c'est essayer de multiplier des expériences, quoi. Se faire un petit peu un CV, essayer de voir d'autres types de restauration, pour voir un petit peu dans quel secteur j'aimerais aller, voir ensuite si je veux ouvrir ma propre affaire. Je vois aussi les difficultés au quotidien d'avoir une entreprise, d'avoir des comptes à régler à la fin du mois. Si Charles a rapidement dégoté une place en cuisine et réussi à servir des gyozas plutôt pas mal après seulement 1 an en poste, d'autres ont trouvé leur voie encore plus près du produit. Après une bonne nuit de sommeil, en Bretagne, près du merveilleux village de Locronan, nous avons rendez-vous sur les terres d'Erwan le Breton. Ça ne s'invente pas. Ancien pâtissier, Erwan s'est formé au maraîchage biologique dans le Finistère, attiré comme d'autres néo-ruraux par ce retour à la terre et les métiers qui en découlent. Magnifique. En 2017, un peu plus de 62% des porteurs de projets d'installation n'étaient pas issus du monde agricole. Salut Tristan. Et comment t'as appris tout ça, toi? Quelques stages, principalement. Et beaucoup d'expérience. Ça fait 3 ans qu'on change tous les ans, en fait. Mais c'est facile de se former au maraîchage? C'est assez dur. Il y a, au niveau de tout ce qui se passe dans le sol, c'est des choses qu'on maîtrise très peu au niveau scientifique et ça évolue très vite et ça change beaucoup. Nous, en 3 ans, on a pas mal évolué sur nos pratiques et je dirais qu'on manque de données, manque d'infos, manque de documentation.
Des syndicats commencent à se mettre en place parce que en termes de volume de professionnels qui travaillent en maraîchage biologique sur des structures comme les nôtres, ça commence à devenir assez conséquent. Et il y a des fonds publics qui se débloquent aussi pour créer des syndicats, des formations, des choses comme ça. Donc on tape un peu à toutes les portes, des retours d'expérience. Avec 45% d'agriculteurs actuels ayant plus de 50 ans et étant proches de la retraite, le défi de l'agriculture française est de remplacer un paysan sur 2 dans les 10 prochaines années. Malgré l'engouement des néo-ruraux, les installations hors cadre familial représentent aujourd'hui seulement 30% des nouveaux projets. Pour différents facteurs, l'acquisition de terres agricoles, elle est très compliquée en France. Donc nous on a racheté une exploitation qui avait déjà ses débouchés. Sinon ça met, on dit, entre 2 et 3 ans pour maintenir et créer des débouchés intéressants. Mais ça a été un choix pour nous parce que c'est très agréable d'être en face de ton consommateur. Ouais. Tu as un retour direct, bien souvent positif, et il y a un biais économique. Donc voilà, vente directe. Ouais. Erwan reconnaît avoir eu de la chance en reprenant cette exploitation. Mais si l'acquisition de terres est un chemin de croix, tout n'est pas non plus fait pour aider à l'apprentissage de métiers aussi techniques. Un pari déjà réussi pour lui, en attendant de peut-être un jour ouvrir ses productions à des entreprises avides d'un certain savoir-faire et qui révolutionnent les modes de consommation. Bien plus au sud, au bord de la Méditerranée, la technologie commence à bouleverser les habitudes culinaires de nos amis espagnols. Depuis 2014, le secteur de la foodtech représente près de 5 milliards d'euros d'investissement en Europe. Si la majorité de ceux-ci se concentre à Paris, Londres et Berlin, des villes comme Barcelone comptent bien profiter d'un écosystème qui mêle technologie, savoir-faire et culture gastronomique, comme nous l'explique Andrea, Chief Growth Officer chez Foods for Tomorrow. We are working in one of the oldest industries of all times, and we haven't changed the machinery since we started, right? We're still using the cow as the machinery to transform cereals into meat. So what we're doing is we're implementing technology into food to develop revolutionary products that will respond to consumer demands and that will also take into account our health, the health of the planet, and also all living beings. And that's why we decided to push forward the concept of plant-based protein. Réinventer notre façon d'obtenir des protéines pour nourrir 9 milliards de personnes en 2050 tout en préservant la planète nécessite selon Andrea des compétences professionnelles variées, faisant de la foodtech un véritable vecteur d'emploi. Hi everyone, this is Tristan. We have a very diverse team right now. We have people in management and growth areas. We have a big sales team. We have a big marketing team. We have an R&D team as well. For us, it's more important to have a culture match between the people that come into our company than to have a skill set match. So there aren't any competencies specifically that you need, but more so an attitude and a mindset. It's a market that is constantly growing since a few years in like France, UK, Germany, and Spain too maybe. Yeah. How would you explain that? The food tech industry is receiving a lot of investment right now because it's a very young industry. We're only scratching the surface of what we can actually do with technology. And on the other hand side, there's also a market for it. As you just mentioned, there's changing consumer habits that respond to the need to develop new products for them, right? Speaking about the plant-based protein world, there's such a huge demand for this type of products that actually research suggests that by the year 2054, 1/3 of the global protein market is going to be for alternative proteins, right? Okay. And most of that is going to be plant-based. I think that nowadays technology, at least for the Mediterranean diet, is allowing us to maintain our gastronomic culture in a sustainable way. Conserver une culture gastronomique, mais aussi du goût. Pas mal ce poulet sans poulet. Does taste good. Selon une étude du cabinet Research and Markets, d'ici 2023, la foodtech devrait générer 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial. Un enjeu de souveraineté alimentaire et économique majeur. À défaut de pouvoir créer tout de suite de nouvelles protéines à base de plantes, on aura au moins réussi à découvrir comment travailler dans le secteur le plus porteur d'Europe. Et surtout, on n'a plus faim.